Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Niji. Transformer l'expérience client, transformer la relation client, c'est certainement votre actualité. Mais les acteurs clés de ces transformations, ceux qui incarneront les nouveaux modèles de relations auprès de vos clients, ce sont bien les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien dans vos réseaux de distribution. Chez Niji, on en est convaincu, et c'est l'objet de ce webinaire, une des clés de réussite de ces transformations de relations clients, c'est bien l'adoption par les réseaux de distribution. Je suis Thomas Hardy, je suis directeur commercial assurance chez Niji. Pour m'accompagner dans ce webinaire, je serai accompagné de Karen Tettelbaum, qui est directrice conseil chez Niji. Karen nous partagera quelques tendances sur les évolutions de la relation client. Thierry Molla, qui est directeur des opérations et de l'efficience chez MMA. Thierry viendra nous partager un très beau programme qui est en cours de finalisation chez MMA. Et puis Apolline de Vaugelac, qui est manager conseil. Et Apolline viendra nous partager son vécu opérationnel de cette transformation chez MMA. Ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé et accessible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez partager vos questions sur le Teams et on y répondra en fin de séance. Voilà, j'appelle Karen. Alors, juste quelques mots avant que Karen arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Niji, Niji, c'est une entreprise française indépendante qui réunit à peu près 1200 talents, réunis autour d'une ambition, c'est accompagner nos clients dans leur transformation digitale évidemment. Et quand on fait ça, on s'appuie sur différents métiers, un métier de conseil, un métier d'agence de design, et puis des métiers plus technologiques. Karen, je le rappelle, tu es directrice conseil chez Niji et tu as quelques tendances à nous partager en termes de transformation de la relation client. Bonjour à tous. Donc effectivement, vous voulez profiter de ce webinaire pour partager quelques constats et tendances autour de la transformation de la relation client. Alors déjà, premier constat, le digital vraiment a accru la volatilité des clients. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'effort pour engager et fidéliser les clients est de plus en plus important. Deuxième constat, les clients aujourd'hui réclament une expérience remarquable. Et ça amène les marques à faire évoluer leur stratégie de relation client, alors en termes de parcours client, en termes de processus, métier, en termes également d'outils, et aussi quelque chose qui est de plus en plus prégnant en termes de rôle des conseillers et de rôle des réseaux de distribution vers une relation client de proximité beaucoup plus conseillante et beaucoup plus personnalisée. Chez Niji, on a réalisé récemment un baromètre des tendances digitales auprès de plus d'une trentaine d'entreprises, à la fois PME et entreprises du CAC 40, sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et ce que révèle ce baromètre, c'est que la fidélisation client est l'enjeu prioritaire de la transformation digitale pour 87% des entreprises qui ont répondu. En termes d'expérience client et de qualité de la relation, c'est aujourd'hui vraiment clé pour justement engager et fidéliser ses clients. Il y a un certain nombre d'opportunités et de défis aujourd'hui qui se présentent aux marques. En termes d'opportunités, on sait qu'aujourd'hui, et encore plus à l'avenir, les interactions vont être de plus en plus numériques. On projette qu'en 2025, plus de 52% des interactions seront numériques, donc il faut savoir tirer parti effectivement du digital. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont pris le chemin de la personnalisation de l'expérience client, mais qu'il y a encore, je dirais, un gap à franchir pour complètement répondre aux exigences des clients. Et puis l'engagement des collaborateurs qui est absolument essentiel et une bonne expérience client passe par effectivement l'engagement des collaborateurs. Les deux sont très liés, c'est ce que révèlent également les études. En termes de défis, aujourd'hui 61% des clients déclarent pouvoir abandonner toute relation avec une marque si l'expérience n'est pas personnalisée. Donc il y a un vrai sujet autour de la personnalisation de la relation client.
Il y a également un défi autour du consentement client et de la protection des données personnelles. Aujourd'hui, des plateformes comme Google ont la volonté de supprimer les cookies tiers, donc toutes les informations clients qui sont issues de la navigation. Et donc, de plus en plus, les marques vont devoir recueillir de l'information client avec le consentement client et déjà dans une relation de confiance avec la marque. Enfin, dernier point de ces tendances, ce que révèle une étude également, c'est qu'il y a une certaine fatigue numérique aujourd'hui de la génération Y et Z, donc née à partir des années 80, parce que très sollicitée, très sur les réseaux sociaux, sur le web. Et donc, c'est un vrai challenge aujourd'hui pour les marques d'arriver à avoir une communication plus ciblée, plus pertinente et plus personnalisée. Merci Karen. C'est intéressant tous ces constats, mais concrètement, ça veut dire quoi en termes de projet de transformation? Qu'est-ce que ça impacte? Alors effectivement, qu'est-ce que ça impacte? Donc en synthèse, nous, c'est aussi notre façon d'accompagner les projets de transformation client, je dirais, de bout en bout. Donc il y a 3 axes absolument essentiels. Le premier, c'est l'axe de l'expérience client. Donc comment est-ce qu'on travaille cette expérience client autour de la personnalisation, donc de la simplification des parcours, de l'omnicanalité, des stratégies relationnelles, de la protection des données. Le deuxième axe, c'est l'efficacité opérationnelle, parce qu'on va avoir besoin de libérer des marges de manœuvre pour permettre aux conseillers d'être plus dans la relation avec les clients et moins centrés sur la complexité des process qu'on peut retrouver dans les entreprises. Donc on va parler là de simplification des process, de RPA, de robotisation, d'IA aussi pour anticiper les comportements prédictifs, et puis de tous les outils, marketing automation, CRM. Et tout ça, on le regroupe sur le terme d'automatisation. Et enfin, et quelque chose pour nous qui est absolument essentiel, c'est le conseiller augmenté. Donc c'est comment est-ce qu'on aide les conseillers et les réseaux de distribution à avoir une relation de qualité, de proximité avec les clients, pour accompagner les clients dans leur moment de vie et dans le cas de clients B2C en particulier, et dans le cas de clients B2B entreprise, comment la marque et les conseillers vont être le partenaire du business de leurs clients. Et donc là, on va parler effectivement de postes de travail, de CRM, et puis aussi de posture client, le sens du client, le sens du service, et puis de l'adoption de toute cette transformation digitale avec plusieurs canaux, plusieurs choses à intégrer. Et pour conclure, je dirais que pour nous, la concrétisation de la transformation de l'expérience client, ça passe par l'engagement et le développement des réseaux de distribution. Alors merci Karen. Alors, on a la chance du coup d'avoir un cas concret de projet de transformation, donc je vais appeler Thierry Moala. Thierry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc je le rappelle, Thierry, tu t'occupes des opérations de l'efficience chez MMA. Est-ce que tu peux nous redonner un peu la photo du groupe Covea et puis de l'organisation et des modèles de distribution des différentes marques de Covea? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, au sein du groupe Covea, alors le groupe Covea, c'est un groupe d'assurance, un petit peu moins de 18 milliards de chiffre d'affaires et donc le premier acteur sur le monde de l'IARD en France. Alors groupe qui s'est un petit peu étendu depuis quelques mois avec la reprise d'un réassureur, Partner, donc aujourd'hui sur toute la chaîne assurance et réassurance. Si je focalise sur la partie assurance, donc historique du groupe Covea, c'est 11,5 millions de clients, à peu près 18 milliards de chiffre d'affaires, très orienté, donc je l'ai dit, sur l'IARD, mais également sur les assurances de personnes et sur l'assurance vie, constitué principalement de 3 marques qui sont MAF, MMA et GMF. Donc MAF, société historique, née autour des petits professionnels, mais qui s'est développée sur le monde du particulier, avec un réseau de distribution salarié propriétaire. La GMF sur le monde du particulier également, sur un marché plus de niche qui est celui de la fonction publique. Et puis donc MMA, qui a une structure un peu différente puisqu'on travaille avec des réseaux intermédiaires, des intermédiaires d'assurance, donc des courtiers d'une part ou des agents généraux. Agents généraux, ou si on veut simplifier, on peut les assimiler à des franchisés, c'est-à-dire que ce sont des indépendants qui distribuent de façon exclusive la marque MMA. D'accord, donc différents modèles dans le groupe
Et là, on va focuser sur le modèle de disposition qu'on va appeler franchisé. C'est bien les agents généraux. On va parler de MMA. Donc, vous avez lancé un programme qui s'appelle ECLA. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire, ECLA? Alors ECLA, l'acronyme très précisément, veut dire ensemble une expérience client absolue. D'accord. Ça posait l'enjeu. Alors, c'est quoi la genèse de cette transformation? C'était quoi les enjeux que vous adressiez? Alors derrière ECLA, évidemment, il y a plusieurs enjeux. Alors pour le groupe Covea, parce que c'est un programme groupe, et puis évidemment pour MMA. Premier enjeu, c'est évidemment, ça a déjà été évoqué, celui de la relation client. Et pour le matérialiser, ce qu'on aime bien dire, nous, c'est qu'on veut passer d'une vision client 360, parce que comme tout le monde, je pense qu'on avait une bonne connaissance en tant que telle de nos clients, à ce qu'on appelle une relation client 360, c'est-à-dire être en maîtrise, en connaissance de l'ensemble de ces interactions et être en capacité de rebondir évidemment sur ces interactions, voire d'anticiper à des moments les besoins des clients. Un deuxième enjeu, évidemment, véritablement d'efficacité opérationnelle. Il s'agit quelque part dans notre capacité à transformer nos flux, à accélérer notre business et donc être sur cette efficacité commerciale renforcée. Et puis, c'est aussi, bien évidemment, un enjeu pour préparer l'avenir vers d'autres systèmes, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. OK. On parle de quoi en termes de dimension de projet et d'acteurs, de réseaux à transformer? Alors, le réseau MMA, je le disais tout à l'heure, donc c'est un réseau d'agents généraux, franchisés, on peut dire, pour simplifier. C'est aujourd'hui 1600 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire français, à l'intérieur duquel on a 1000 agents généraux, 5000 collaborateurs et collaboratrices d'agents, donc 6000 utilisateurs qui vont avoir ce CRM. On est présent sur l'ensemble du territoire et c'est vraiment l'ADN du réseau, d'être sur l'ensemble du territoire, en proximité de ses clients. Cette notion de proximité est évidemment importante et elle se retraduit aussi notre propre organisation, puisqu'on va avoir une organisation commerciale, une organisation d'accompagnement du réseau sur l'ensemble des régions françaises. D'accord, donc des directions régionales, des inspecteurs qui sont ce qu'on peut appeler dans d'autres secteurs des managers commerciaux, des directions commerciales locales. Exactement, c'est vraiment des forces de proximité qui vont intervenir aussi bien dans l'animation commerciale, mais aussi dans la souscription et l'accompagnement technique sur tous les domaines de nos agents généraux. Et donc ces acteurs, on va y revenir, les inspecteurs, ils sont clés dans la transformation qu'on a opérée. Évidemment, ils ont un vrai rôle parce que même si notre sujet, c'est bien le déploiement d'un CRM auprès des agents généraux, évidemment que tous les acteurs doivent être embarqués là-dedans puisque ces gens-là doivent se comprendre, mais même plus largement que les acteurs des régions, c'est beaucoup d'acteurs, quelque part, c'est tous les acteurs qui vont intervenir à un moment dans la relation client et on parle aussi à terme de nos plateformes de gestion sinistre, nos back-office qui vont traiter les prestations santé, par exemple. D'accord. Donc 1600 points de vente, 6 000 utilisateurs, c'est un gros réseau. Comment on s'organise? Comment vous êtes organisé? Quels moyens vous avez mis en œuvre pour opérer cette transformation et décliner cette ambition que tu nous as présentée? Effectivement, gros enjeu, gros dispositif qu'on n'avait très clairement pas connu depuis plus d'une vingtaine d'années chez MMA à cette échelle-là, donc avec des moyens conséquents et puis quelques conditions qu'on avait posées. Une condition qui était qu'on voulait avoir une véritable personnalisation dans l'approche. On a 1600 points de vente et on a 1600 points de vente sur le territoire qui ont des caractéristiques très différentes. Donc on va dire qu'on a pris le temps de bien se préparer. Donc une des phases importantes était vraiment de créer un corps, des ressources qui soient en capacité de déployer sur l'ensemble du territoire le CRM. Donc on a pris le temps de préparer des ressources qui sont à la fois des ressources qu'on a en interne, donc des ressources d'inspection dont on parlait ensemble Thomas tout à l'heure, et puis des ressources dédiées, beaucoup plus spécialisées, qu'on a appelées ressources expertes, et c'est là où Niji a tout son rôle à jouer en tant que spécialiste du CRM, du poste de travail, et puis des ressources expertes équivalentes chez nous. Voilà, et on a basé donc toute notre méthodologie de déploiement, d'accompagnement sur des grandes phases de préparation, puis de formation, acculturation du réseau,
une bascule effective en agence qu'on a voulu se faire physiquement en agence, et puis toute une phase d'optimisation, d'appropriation qu'on a appelée ancrage, qui est bien évidemment déterminante parce que c'est celle-ci qui doit permettre d'atteindre les enjeux dont on parlait précédemment. Je reviens sur cette notion de préparation. 2 mois pour préparer les équipes, c'est beaucoup. Pourquoi, j'insiste sur ce point-là, pourquoi vraiment vous avez voulu mettre ce temps pour préparer les équipes? Je rappelle, dans ces équipes, il y avait votre partenaire, donc Niji, et puis des équipes internes. Donc 2 mois pour faire monter... Alors, on avait plusieurs objectifs derrière tout ça en prenant ce temps-là. Le premier, c'est bien évidemment que toutes les personnes qui vont être au contact du réseau, les personnes de chez Niji, les personnes internes chez nous, les inspecteurs, soient vraiment au bon niveau de compétences et quelque part aient une légitimité, une facilité au moment du déploiement. Et puis on avait un autre enjeu, c'est qu'il faut ramener, et c'est le cœur de ce webinaire, ce que ça veut dire pour un réseau de distribution. Et un réseau de distribution comme celui d'MMA, c'est des agences qui peuvent faire 35 personnes avec 3 chefs d'entreprise à leur tête qui sont vraiment des petites ou moyennes entreprises, et puis d'autres qui sont un agent avec 1 ou 2 collaboratrices ou collaborateurs. Et bien évidemment, les problématiques sont complètement différentes. Et cette phase de préparation, elle a vraiment eu pour but, comme son nom l'indique, de préparer tout le monde à cette diversité du réseau et de construire ce qui allait permettre la bonne adaptation aux différents profils, aux différentes caractéristiques du réseau. Ok, merci Thierry. Donc ça, c'est la démarche. En termes d'organisation, de moyens humains que vous avez mobilisés, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Alors les moyens humains, c'est le nerf de la guerre, Ouais. au-delà de tous les outils. Donc je l'évoquais tout à l'heure, nous on a voulu qu'il y ait une vraie proximité avec le réseau des agents, et donc cette proximité chez nous, elle se traduit par une première chose qui sont nos inspecteurs, qui sont en région, qui sont toute l'année au contact des agents, qui vont les animer. Et un premier input était que, bien évidemment, eux soient totalement partie prenante. Donc, l'ensemble de nos inspecteurs sur le territoire sont concernés. Mais ces inspecteurs, ils ne pouvaient pas être en capacité de porter ce déploiement. Donc, on a créé un corps spécifique de 22 ressources expertes, moitié provenant de Niji, moitié provenant de MMA. Et c'est donc l'ensemble de cette team, faite des ressources expertes Niji, MMA et des inspecteurs, qui a œuvré sur l'ensemble des territoires et l'ensemble de nos régions. Merci Thierry. Je propose maintenant à Apolline de nous rejoindre. Donc Apolline, je le rappelle, toi tu es manager conseil chez Niji et tu es intervenue dans ce dispositif pour accompagner le pilotage de ces ces 25 collaborateurs. Exactement. Quand tu arrives et que tu es confronté à cette photo là qu'on a vue tout à l'heure avec l'hexagone, les 1600 points de vente, c'est quand même une belle face nord. C'était quoi ta vision du challenge en tant que pilote opérationnel de ce beau programme? Alors nous, le premier challenge qu'on avait, c'était vraiment de réussir à former les équipes. Donc Thierry le disait tout à l'heure, on a eu cette phase de préparation, d'acculturation qui était très importante. On voulait vraiment faire de nos ressources expertes des experts de la transformation, des experts d'éclat. Et donc cette phase nous a permis aussi bien de les faire monter en compétences techniquement sur l'outil, mais aussi de bien comprendre finalement quels acteurs, quelles parties prenantes ils allaient avoir en phase 2. Et on le disait, il y a les inspecteurs, il y a les directeurs de région, il y a les collaborateurs, les agents. Et l'objectif, c'était vraiment de comprendre qui ils sont pour pouvoir les accompagner au mieux, mais également de bien connaître les process métiers pour pouvoir anticiper les impacts possibles dans le déploiement. D'accord. Donc un vrai rôle de facilitateur aussi en centrale pour leur faciliter la vie, pour... Exactement, ouais. Le rôle, nous, dans l'équipe centrale, c'était... Je t'interromps, mais je rappelle, on a démarré en période Covid quand même, c'était challenging. C'était challenging, exactement. Ouais. On a eu des absences de temps en temps, il fallait ajuster. On a toujours trouvé des solutions de par cette équipe centrale qui pilotait la dynamique et qui suivait finalement ces 22 ressources expertes. De façon à toujours, si besoin, on envoyait quelqu'un de l'équipe centrale en bascule pour remplacer. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter comment sont passés les premiers déploiements? Bien sûr. Alors les premiers déploiements, donc on le disait tout à l'heure, c'est 1600 points de vente, c'est 6000 utilisateurs. Donc on a déployé nos 22 ressources sur toute la France, sur tout le territoire. Oui.
Il y avait 6 vagues de déploiement. Hein. Exactement. La démarche présentée par Thierry a été déclinée sur 6 vagues de déploiement. Hein. Il y avait 6 vagues de déploiement, exactement. Aujourd'hui, on est à la 5e vague. Donc on considère, depuis hier, on est à 71% des agences déployées. D'accord. Et tout se passe bien. Alors la première, comment ça s'est passé? Et donc la première, comment ça s'est passé? Finalement, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était vraiment une vraie proximité avec le terrain. On les a accompagnés. On a vu tout à l'heure que finalement cet accompagnement, on avait une première phase de mobilisation. Donc on a retrouvé les agents, les IMMA, on a mis tout le monde dans la même pièce pour se rencontrer, pour les embarquer finalement dans cette transformation. Suivi de cette mobilisation, il y avait des e-learning, il y avait des formations un peu plus intensives pour les agents et également derrière un webinar juste avant la bascule pour les relancer et vérifier les acquis avant la bascule. Et finalement, le jour de la bascule, on connaissait nos agents, on connaissait les agences et leurs spécificités, le contexte de l'agence, et ça nous a permis de les former en s'adaptant à leur contexte et à des cas d'usage pratiques pour vraiment un accompagnement personnalisé. D'accord. Et au quotidien, le pilotage, cette notion de pilotage, comment tu le décrirais? Alors au quotidien, nous, on accompagnait les équipes, donc on avait ce lien finalement avec les équipes techniques, les équipes postes de travail. Dès qu'il y avait une évolution ou un besoin, on pouvait le redescendre aux ressources experts, donc on avait ce pilotage de l'activité, le suivi. Et puis par exemple, on avait mis en place un groupe WhatsApp avec toutes les RE, et chaque fois qu'ils partaient en bascule, le soir, on avait un petit compte-rendu avec les bonnes pratiques de bascule, avec également les points de difficulté. Et le but était qu'on puisse optimiser ensemble et partager pour toujours adapter le plan d'accompagnement. D'accord. Donc les RE, c'est les ressources expertes. Je crois qu'ils ont un bien plus joli nom. Alors on les appelle aussi les aventuriers de la transformation. Exactement. Okay, merci Apolline. Finalement, toi, ta vision des facteurs clés de succès de cette mission, c'est quoi? Alors aujourd'hui, moi je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui ça réussit si bien, c'est que d'abord on a formé des experts, ils connaissent leur sujet, ils connaissent les parties prenantes, mais également on accompagne nos agences avant, pendant et après la bascule pour piloter l'adoption finalement. Donc on envoie par exemple des questionnaires de satisfaction après les formations, mais également après les bascules pour avoir leur avis, leur ressenti sur la bascule et sur l'adoption de l'outil. Par exemple, la semaine dernière, on avait 29 bascules et on a 99% de personnes qui sont satisfaites de l'accompagnement sur la bascule. Donc ça, tu n'avais pas encore le chiffre, hein, donc c'est du live. Voilà. Bonne nouvelle. Donc voilà, on pilote vraiment cette satisfaction. Ça nous permet, nous, d'adapter le plan d'accompagnement, de revoir comment on s'organise pendant les bascules. Et donc c'est un vrai plus. Et il y a un autre vrai plus. Aujourd'hui, je vous invite à aller sur LinkedIn, de taper hashtag CRM, hashtag éclat, hashtag MMA, et vous verrez en fait les agences communiquent spontanément sur le projet, sur leur bien-être sur éclat et sur le jour de la bascule. Et pour nous, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir et le meilleur retour. Un bon indicateur. Merci Apolline. Thierry, je me retourne vers toi. Je vais te poser un peu la même question parce que c'est vrai qu'on parle d'un programme de 18 mois. Il n'y a pas eu une semaine de retard et c'était important ça. Voilà, on parle de 25 collaborateurs qui sont partout sur tout le territoire. Qu'est-ce qui fait, de ton point de vue, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui fait que ça a bien fonctionné? Alors c'est vrai que c'est assez remarquable sur un programme de cette ampleur, hein, qui, je le disais tout à l'heure, est pour nous le plus gros programme depuis plus de 20 ans, d'arriver dans les délais et d'arriver à déployer l'ensemble de notre réseau. Si je devais mettre en valeur quelques facteurs clés de succès, je dirais premièrement, quand même, on l'a évoqué tout à l'heure, cette phase de préparation qui a permis de déployer une force opérationnelle réellement compétente, légitime vis-à-vis du réseau et qui a pris le temps de connaître les agences. Donc vraiment, il faut amener de la compétence auprès des agences parce qu'on n'a pas forcément la vue de ce que ça représente pour eux, petites entités, de changer du jour au lendemain un outil de relation client, un poste de travail. Donc premier élément, c'est l'élément d'apporter de la compétence en agence. Le deuxième élément, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, c'est vraiment la notion de personnalisation. C'est-à-dire qu'un réseau de distribution, en tout cas tel que le nôtre,
C'est des entités très différentes, voire même un peu toutes différentes, et cette notion de personnalisation, elle est déterminante. Troisième élément, c'est vraiment s'inscrire dans le temps, ne pas focaliser sur le déploiement, sur l'outil, sur le jour de la bascule, mais prendre en compte qu'il y a toutes les phases amont de préparation, de formation et surtout, je dirais, les phases aval, d'appropriation, d'ancrage. Donc il faut vraiment, dès le début, préparer l'ensemble de cette chaîne et pas seulement le déploiement d'un outil. C'est bien le sujet, l'enjeu, ce sont bien les usages. Et puis, Apolline l'évoquait, on peut tout préparer, il faut garder une petite place pour l'agilité, oui. N'est-ce pas? Parce qu'entre Covid ou maintenant quelques autres éléments un peu plus difficiles pour se déplacer ces jours-ci, il faut véritablement avoir de l'agilité, de la compensation à certains moments. Et voilà, avec tous ces ingrédients-là, eh bien, on y arrive. D'accord, merci. Je rebondis sur l'agilité. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais concrètement, l'agilité, on l'a vécu ensemble. Hein, elle a été incarnée par l'équipe, par le dispositif que Apolline nous a présenté. Et c'est vrai qu'ils ont, grâce à ce climat qui a été installé, ils ont su faire preuve de beaucoup d'agilité parce qu'il y a eu beaucoup d'aléas. Hein, il y a eu beaucoup de... Ouais, et tout ça marche si évidemment on a des personnes investies, intéressées, engagées. Et pour le coup, là, l'ensemble de cette équipe de ressources expertes était dans ce registre-là. Donc merci à eux. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Et je crois qu'il y a une première question qui va être posée par Karen. Tu avais une question pour Thierry? Oui, Thierry, effectivement, nous, on voulait souligner aussi que l'effort que vous avez mis dans ce plan de déploiement auprès des 1600 points de vente est remarquable. Et on sait que c'est un facteur clé de réussite dans tous les programmes de transformation de la relation client. Aujourd'hui, le retour des utilisateurs est très très positif. Donc c'est une première grande étape de franchie dans votre programme de transformation de la relation client. Quelles sont les prochaines étapes? Alors effectivement, si on a mis aussi autant de moyens et d'énergie sur ce déploiement, sur l'accompagnement de cette transformation, c'est que ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une histoire pour MMA. Sur plusieurs registres. Bien évidemment, la volonté à terme est de compléter notre dispositif et entre autres que toutes les équipes qui sont dans la relation client, alors on parle évidemment de toutes nos équipes d'indemnisation, de gestion des sinistres, gestion des prestations, mais aussi les réclamations que peuvent faire les clients, soit sur cet outil de gestion de la relation client. Et donc, on arrive bien à cette finalité d'une relation client 360, au-delà de la vision client 360. Donc, un des gros enjeux de ces prochaines années, c'est celui-là, c'est de compléter notre dispositif pour véritablement, quel que soit l'acteur dans la société, en agence, avoir cette vue client totale et complète. Et puis, c'est aussi, et que là, l'introduction, à tout ce qui va faire que, tu l'évoquais en début, hein, on va vers cette notion de travailler de plus en plus notre fidélisation, notre multi-équipement. Et pour cela, on voit que toutes les sociétés MMA n'y coupent pas, on doit s'ouvrir vers l'extérieur, vers des services, vers des prestations, etc. Et ECLA permet aussi un système ouvert qui va nous permettre de nous connecter à plusieurs dispositifs extérieurs au groupe, mais qui apportent une vraie valeur ajoutée aux clients et donc, on l'espère, une vraie fidélisation de ses clients. Merci. Alors, je vois que vous êtes très nombreux à être connectés, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, j'ai une question pour toi, Thierry. Je reviens au début de ta présentation du groupe Covea avec les différents modèles de distribution, des réseaux salariés, des réseaux entre guillemets franchisés avec les agents généraux. Il y en a un qui est plus facile que l'autre à transformer, c'est différent. Qu'est-ce que tu vois comme différence sur des réseaux salariés ou des réseaux franchisés entre guillemets? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile, c'est des caractéristiques complètement différentes. C'est un réseau d'intermédiaires, donc d'agents généraux, type franchisé comme c'est évoqué. Ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est que ce sont des chefs d'entreprise. Oui. Donc, ils ont leurs propres problématiques, leurs propres caractéristiques. Donc, on ne peut pas s'engager dans un programme de transformation comme ça en étant, je dirais, plein de certitudes et en se disant ce que je fais chez le premier, je fais la même chose chez le deuxième, chez le troisième, chez le quatrième. Non, il va falloir chaque fois
s'adapter à des personnes qui sont des chefs d'entreprise, qui ont leurs problématiques, leurs locaux, leurs salariés, leur clientèle, effectivement. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique avec un réseau d'intermédiaires, hein, je le disais tout à l'heure, c'est cette personnalisation et qui renforce sûrement une des caractéristiques qu'on a vu mettre en avant, il faut convaincre. Il faut convaincre, il faut être légitime, il faut être compétent. Alors qu'avec un réseau salarié, je dirais qu'on a peut-être une plus grande facilité à démultiplier de façon plus homogène, de façon un peu plus industrielle, un modèle de déploiement. Ceci n'empêche pas qu'il faut quand même s'adapter aux différents interlocuteurs, mais c'est deux modèles quand même un peu différents. Voilà. Okay. Merci Thierry, merci à tous pour votre participation dans ce webinaire qui arrive à sa fin. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à réaliser ce webinaire. Merci aux équipes Covea et notamment aux équipes centrales qui sont en plein déploiement aujourd'hui, en pilotage du déploiement aujourd'hui, que je salue. Merci aux 25 aventuriers de la transformation et à bientôt pour ce webinaire qui sera disponible, comme on vous l'a dit, sur la chaîne YouTube de Nidji.